d'abord une forte motivation des directeurs d'établissements publics et des communautés médicales qui se sont vraiment engagés dans cette réforme avec beaucoup de volonté. Une réforme qui est complexe, qui comporte plusieurs risques, et notamment des risques de centralisation donc, sur l'hospitalisation, de complexification de la gouvernance, de faire peur aux partenaires. Et donc, il nous faut absolument avoir un accompagnement régional qui va nous permettre d'être attentifs à ce que ces risques ne se réalisent pas et que cette réforme des GHT soit un plus dans le cadre des outils dont nous disposons et ne soit pas un moins. Aujourd'hui, on est vraiment à la naissance des GHT et on voit avec les réformes précédentes que les choses prennent du temps puisque une réforme, la mise en œuvre des GHT, c'est un projet médical partagé et aussi des mutualisations dans le cadre de l'établissement support et des fonctions support. Bien entendu, ces sujets sont extrêmement vastes, porteurs de beaucoup d'enjeux et il faudra du temps déjà pour bien y voir clair sur quels objectifs, quel plan d'action, dans quel calendrier. Et d'ailleurs, la loi sur les fonctions support prévoit un calendrier donc tout à fait étalé. Et puis après, il faudra du temps pour le mettre en œuvre parce que ces réformes, elles sont portées par des hommes et des femmes, des professionnels de santé. Et dans ce sens-là, il va falloir que sur le terrain, de façon très opérationnelle, les professionnels mettent en œuvre les actions et ça prendra du temps. Donc je ne partage pas votre point de vue sur le fait que nous soyons à mi-parcours. Au lieu de se concentrer sur je suis un hôpital public, je me concentre sur ma stratégie, mon devenir, mon organisation, mes sujets. C'est un groupe d'établissements publics sur un territoire donné qui doit réfléchir à quelle organisation mettre au profit du patient en lien avec les autres partenaires et les autres associés des établissements. Donc ça, c'est une vraie opportunité. Une opportunité donc, d'organisation, de lisibilité du parcours, une opportunité de réorganisation, de gradation des soins entre les établissements, et puis bien entendu une opportunité d'efficience, puisque, in fine, cette réforme doit permettre de faire des économies aussi, et au bénéfice de l'investissement et au bénéfice donc des praticiens et des patients. Comme il n'y a pas de personnalité morale pour les GHT et que c'est une convention entre établissements, c'est une gouvernance supplémentaire entre l'établissement qui donc alourdit la gouvernance de chacun des établissements. Donc ça, c'est un premier risque. Deuxième risque, c'est que la réforme ne soit pas bien comprise ou bien mise en place et que l'hospitalisation-centrisme revienne en première place, alors que ces dernières années, nous avons tous beaucoup travaillé à faire baisser les barrières entre le monde libéral et l'hôpital et le médico-social. Donc ça, c'est un risque qui est important. Un deuxième risque qui est important, en plus de la complexité de la réforme. Les GHT, c'est un dispositif et un outil complémentaire à d'autres outils qui existent aujourd'hui. Il y a eu ces dernières années un nombre important de fusions en Île-de-France qui montrent que des projets communs entre établissements publics peuvent se faire avec un projet médical, un projet de mutualisation, d'organisation commune. Donc c'est un dispositif complémentaire à ce type aux fusions. Il y a aussi des directions communes qui ont été augmentées de façon importante en Île-de-France ces dernières années. Et le GHT est un dispositif donc complémentaire à ces mesures qui existaient déjà. On peut imaginer que dans le temps, il y ait un souhait des communautés, des directeurs d'établissement ou des présidents de CME et des équipes, peut-être d'enclencher des fusions suite à un travail qui se ferait dans les GHT. Maintenant, nous verrons. Les situations sont extrêmement différentes selon les territoires. En effet, il y a déjà des territoires où des fusions majeures sont en train de se produire.
comme par exemple le nord de la Seine-et-Marne. Il y a d'autres territoires où les distances et les chemins à parcourir sont plus longs, puisque la situation initiale est plus fragmentée, avec des établissements qui n'avaient pas forcément l'habitude de travailler ensemble pour un projet médical partagé, des fonctions support partagées. Les GHT, ça ne vous a pas échappé, c'est une convention entre établissements publics. Cette convention prévoit que les membres du GHT sont les établissements publics. Maintenant, il y a des associés et des partenaires. La loi prévoit que les associés sont donc les structures d'hospitalisation à domicile, donc publiques ou privées, des établissements de santé mentale publics et le CHU, donc en l'occurrence la PHP pour la région Île-de-France. Et la loi prévoit aussi qu'il y ait donc des partenaires au GHT. Donc d'ores et déjà, certains GHT ont établi des conventions avec des partenaires, donc bien sûr privés. Et on peut d'ailleurs avoir en exemple en tête le GHT autour de Pontoise, qui déjà quand il était constitué en communauté hospitalière de territoire, avait l'habitude de travailler avec les établissements privés, avait une convention de partenariat avec les établissements privés du territoire et bien sûr continuera cette démarche. Cette démarche nous paraît être intéressante puisqu'elle se fait au bénéfice du patient et aussi elle permet de mieux tenir compte dans l'organisation de l'offre des difficultés éventuelles en termes de démographie médicale et de mieux optimiser ces ressources rares que sont aussi les équipes médicales. Dans le cadre du plan régional de santé, nous pouvons compléter avec des recommandations régionales et des objectifs propres à chacune des disciplines. Les opérateurs de santé donc, répondent dans le cadre de dossiers de demande d'autorisation à ces sortes de cahiers des charges et présentent leurs dossiers. Ces dossiers sont instruits de la même manière, quel que soit le statut de l'établissement, et selon les mêmes calendriers et selon les mêmes critères. C'est les rapports qui sont faits pour donner un avis favorable ou défavorable sont communiqués à l'ensemble des membres de l'ACSOS, la commission des soins, une émanescence de la CRSA. Et cette commission, composée de 44 membres qui représentent les usagers, les élus, les différentes fédérations, les différentes URPS, les transporteurs sanitaires, les conférences des présidents de CME, enfin, etc., se réunit en général une fois par mois et donne un avis sur le dossier d'autorisation, la demande d'autorisation qui est faite. Le DG, directeur général de l'agence, donc, prend sa décision au vu de l'avis qui a été formulé par ses équipes, puis l'avis qui a été formulé par vote lors de cette commission. On peut remarquer que la plupart des... près de 95 ou 100%, enfin dans cette fourchette-là, des avis qui sont présentés en CSOS sont suivis par le directeur général de l'agence. Donc cette façon de fonctionner, cette transparence dans l'information, dans la communication des rapports aux membres de l'ACSOS assure tout un chacun de l'équité de traitement sur lequel nous sommes extrêmement vigilants puisque nous avons différents statuts d'opérateurs. C'est la loi et nous entendons la respecter.